Bonjour à tous, donc bienvenue à notre événement cybersécurité, présentation de la plateforme Grand Est Cybersécurité. Donc, je suis Daniel Stoll, responsable développement entreprise et collectivité au sein de Marne Développement, agence de développement économique de la Marne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous accompagnons les entreprises industrielles et tertiaires dans le cadre de développement et d'investissement, et nous organisons aussi différents événements collectif de type de celui-ci sur la cybersécurité. Alors l'année dernière, on avait organisé un premier événement avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, sur les bonnes pratiques. Et concernant celui-ci, nous sommes associés à Grand Innov, l'agence d'innovation de la région Grand Est, qui est un des financeurs de l'agence, pour la présentation de la plateforme Grand Est Cybersécurité. Je te laisse te présenter. Merci Daniel. Bonjour à tous. Vincent Thierry, je travaille pour Marne Développement également sur les filières et sur les synergies. Merci de votre participation. Là, on a un groupe de plus d'une trentaine de personnes. On va laisser nos différents intervenants se présenter également. Donc Jean-Charles, si tu veux bien. Je vais commencer. Donc Jean-Charles Renaudin. Donc, je travaille au sein de l'Agence d'innovation et de prospection internationale du Grand Est, où je suis responsable des activités de cybersécurité et du centre d'urgence et de réponse aux cyberattaques, autrement appelé CICERT. Il y a un petit écho, je pense qu'il doit y avoir un micro. Il y a un petit écho, ouais. Il y a un petit écho qui fait du bruit. Merci. David, on te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, David Dubus. Donc, moi, je suis président du LIMKE. Donc, c'est une société en cybersécurité. Je me présenterai, je donnerai quelques éléments tout à l'heure dans ma présentation rapidement. Et on est basé à Reims. Voilà. Très bien, merci. Adjudant Yannick, adjudant Mathieu. Oui, bonjour à tous. Je suis l'adjudant Yannick Duponchel de la SOLC de Châlons-en-Champagne, le service cybersécurité, on va dire, de la gendarmerie, et mon collègue Mathieu. Très bien, merci. Donc, concernant l'organisation de l'événement, nos intervenants présenteront pendant à peu près un quart d'heure leur sujet, leur thématique. Ensuite, nous nous réservons un petit temps d'échange. N'hésitez pas à poser des questions au travers du fil de conversation. Toutes les questions seront prises en compte. On essaiera d'y répondre en direct à la suite. On demande à tout le monde, bien sûr, de couper son micro pour une organisation beaucoup plus fluide. Et puis, je laisse la main à Jean-Charles pour la présentation du dispositif Grand Est Cybersécurité. Et on a une première question. Vous enregistrez le webinaire, Gérald? Oui, nous enregistrons le webinaire. Et pour information, les présentations vous seront communiquées à l'issue de l'événement. Donc Jean-Charles, à vous de jouer. Ok, eh bien, je prends la parole. Puis on va vous raconter effectivement une histoire à 4 voix, donc autour de la plateforme ou du dispositif Grand Est Cybersécurité. Alors je me lance, c'est parti. Tac, voilà. Donc une plateforme pilotée par la région Grand Est, opérée par Grand Innov, soutenue par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité système d'information, dans le cadre du plan France Relance. Donc, la mise en place de centres d'assistance et de réponse aux cyberattaques s'inscrit dans un dispositif national qui a été initié en 2021 par le président de la République, sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt. Toutes les régions qui le souhaitaient ont répondu à cet AMI. Elles y sont quasiment toutes, sauf la région Rhône-Alpes pour l'instant. Et donc, il s'agit de mettre en place un centre qui permettra de renforcer et qui permet de renforcer la résistance aux cyberattaques des territoires, de favoriser effectivement la mise en relation entre les utilisateurs de systèmes d'information et les experts en cybersécurité. Puis, effectivement, c'est aussi un outil qui permet de développer tout l'écosystème, d'accompagner la transformation numérique de façon positive. Donc, vous avez sur la droite le numéro d'appel non surtaxé et le lien vers la landing page. Il y a un site web qui est en construction, mais la landing page est déjà opérationnelle avec un certain nombre d'informations. Alors, voilà, très bien. Quel est le service délivré par ce centre? Eh bien, il s'agit de délivrer un service pendant les jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi,
Vous aurez les horaires un petit peu plus loin, et il y a un dispositif qui prend le relais, le dispositif numérique avec le site prend le relais, c'est-à-dire qu'il y a un enregistrement des appels également en dehors des heures de service, et nous sommes en train de travailler avec nos prestataires sur la façon dont on va accompagner un incident grave qui pourrait se passer en dehors des heures de service. C'est important de le souligner. Ce service gratuit comprend une prise en compte de l'appel d'une victime pour qualifier la nature de l'incident auquel cette victime est confrontée, lui apporter des premières recommandations, des premiers conseils, avec des fiches de bonnes pratiques que l'on diffuse en tant que de besoin. Si l'incident est grave, eh bien, on mettra en relation la victime avec un prestataire qu'elle choisira. Nous avons aujourd'hui 15 prestataires, pardon. 25, c'est pour autre chose, j'en parlerai plus tard. On a 15 prestataires aujourd'hui qui sont référencés comme prestataires de réponse à cyberincidents, qui présentent chacun des conditions qui leur sont propres d'intervention. Et selon la nature de l'incident, selon la position géographique, la taille de la victime, eh bien, on l'orientera vers une série de prestataires et on l'accompagnera si elle le souhaite pour choisir, mais c'est bien le bénéficiaire qui choisira le prestataire qui interviendra à son profit. Une fois que le prestataire est choisi, ben, nous assurons que la relation se passe bien entre la victime et le prestataire qu'elle a choisi. Nous suivons le déroulement des opérations jusqu'à la clôture de l'événement. Nous proposons aussi un accompagnement pour la mise en relation avec les services compétents de la gendarmerie et de la police pour la judiciarisation et le dépôt de plainte, que nous recommandons, mais nos camarades nous en parleront, Yann et Mathieu, plus tard. L'outil nous permet aussi d'avoir une appréciation de l'état de la menace sur le territoire au filtre de ce que nous voyons. On ne verra pas tout, on verra ce qu'on voudra bien nous montrer, mais ça nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments assez intéressants. Et évidemment, notre dispositif s'inscrit dans un dispositif élargi de réponse aux cyberattaques nationales. Voilà. Pardon, je vais trop vite. Voilà. Quels sont les bénéficiaires de ce dispositif? Ben, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les collectivités territoriales au-delà de 1500 habitants, les établissements publics territoriaux rattachés à ces collectivités territoriales et les associations de taille significative, c'est-à-dire les associations qui ont des salariés ou des systèmes d'information déployés. Alors, les petites collectivités, les particuliers et les TPE sont soutenus par le dispositif cybermalveillance ou JPA-CIMA qui est en place depuis 5 ans. Les grandes entreprises, mais aussi les grandes collectivités, la région, les départements, les grandes métropoles sont soutenus par le CRTFR de l'ANSSI au même titre que les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. On peut noter qu'il existe aussi tout un écosystème de réponses aussi complémentaires sous la forme de ce qu'on appelle des CERT sectoriels. On en a pour le domaine maritime, pour la santé, pour le transport, pour le domaine aéronautique. Puis on a aussi beaucoup de CERT ou CISERT privatifs, notamment quasiment toutes les banques en France ont leur dispositif. Et tout cet écosystème se parle, se rencontre, on se voit dans le cadre d'un certain nombre d'activités qui sont pilotées par l'ANSSI, qui est notre grand frère et mentor. Alors l'équipe Grand Est Cybersécurité, aujourd'hui, elle se compose de 4 personnes. Moi-même, en tant que responsable du dispositif, qui suis là pour mettre en application les consignes que je reçois à la fois de l'ANSSI, mais aussi de mon ordonnateur, en l'occurrence la région, en lien étroit avec la préfecture, puis également chargé du reporting et du rayonnement, ce qu'on est en train de faire cet après-midi. J'ai un responsable des opérations, Jean-Luc Bellet, qui porte véritablement l'expertise de réponse aux cyberattaques, qui assure la coordination des opérateurs d'analyse et de réponse et qui établit le lien avec les prestataires et également avec les forces de sécurité pour la judiciarisation. Derrière, 2 opérateurs d'analyse et de réponse à incident pour démarrer. Voilà, on est en phase de montée en charge. On est ouvert depuis le 14 février. Et avec une cible finale qui pourra atteindre 4 personnes, au moins pour démarrer, et nous verrons en fonction du plan de charge. Voilà. Donc, ces opérateurs, ce sont eux qui sont au contact des
des bénéficiaires pour mettre en œuvre tout le dispositif. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir depuis qu'on est ouvert, c'est justement cette dynamique d'échange. Il y a un véritable contact puisqu'il y a un entretien téléphonique, donc il y a quelqu'un qui répond, il y a un échange entre la victime et le centre. Et ça, c'est important pour bien comprendre à la fois la chaîne de valeur et le problème auquel est confrontée la victime. Voilà. Le centre est implanté à Nancy, donc on est ouvert depuis maintenant un peu plus de 8 semaines. Voilà, vous avez les horaires qui sont affichés. On a un dispositif qui est vraiment consolidé avec un véritable centre opération, des outils dédiés, sécurisés, qui nous permettent de garantir la confidentialité des actions, des opérations, des échanges avec à la fois les victimes et les experts. Voilà, donc ça, c'est important de garantir cette sérénité de discrétion et de confidentialité pour les différentes victimes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas la présentation. Ouais, c'est assez étonnant, je pense que... Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes que Maxime ça marche bien du côté de Romuald? Nous, ça marche bien, évidemment, on a testé. Alors, Maxime, ça doit venir de chez vous? Elle sera partagée. Bon, mais écoute, je passe la main à... Merci. Je passe la main à David, qui est justement un des prestataires référencés auprès de Grand Est Cybersécurité. D'accord. N'hésitez pas à poser les questions et on les reprendra à la fin des 3 interventions. Je te suis, David. Oui, Maxime relance, je pense que oui, c'est le mieux à faire. Donc merci Jean-Charles, tu es mon bras armé cet après-midi. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas. Donc vas-y, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc voilà, donc Unimkey, donc basé à Reims, comme je le disais tout à l'heure, on est créé depuis octobre 2017, on attaque notre 6e année. Donc depuis le début, on est complètement focalisé sur la problématique cyber. Service cyber, on ne fait que du service, on ne vend pas de produits ni de matériel. Donc en termes de labellisation, de certification, comme vous le voyez, on est certifié Calliope, mais on est également labellisé France Cybersecurity. C'est un label qui est géré par Exatrust et puis l'Alliance pour la confiance numérique, les deux grosses structures associatives au niveau français autour de la cybersécurité. On a fait partie également, comme le disait Jean-Charles, de la partie France Relance, mais sur la partie parcours de cybersécurité pour les grosses entités publiques qui ont bénéficié de ce parcours. Et puis, bien sûr, depuis un certain temps, on travaille avec Jean-Charles et les équipes de Grand Innov et du Grand Est autour de la cybersécurité. Et je répète, c'est un très bel, je dirais, exercice et puis projet collégial, c'est très intéressant. Donc, on était la semaine dernière, par exemple, à Lille, au Forum international cybersécurité. Sur le secteur d'activité, on a tout type de secteur d'activité aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, on est à taille humaine. Un certain nombre d'entre vous nous connaissent, avec des expertises complémentaires. Et puis, bon, voilà, j'ai donné quelques chiffres sur les 5 ans d'activité. Merci Jean-Charles. Donc, sur la partie réponse à incident, voilà, donc sur cet aspect incident de sécurité, souvent on oublie, mais rapidement on le voit, c'est sur cet aspect critère de sécurité. Donc, bon, voilà, vous les connaissez tous, entre la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Vas-y, hein, Jean-Charles, tu peux voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un schéma qui était repris de l'ANSSI, que j'ai adapté, c'est de dire, ben voilà, celui qui a fait de l'informatique, et bon, il y en a quelques-uns parmi vous depuis quelques années, ont connu un certain nombre d'incidents en termes d'impact au niveau des critères de sécurité, donc que ce soit de l'indisponibilité d'une application, d'une indisponibilité partielle ou totale d'un système d'information. Donc là, on est plutôt sur de l'activité non malveillante, suite à un bug ou autre, ou à une panne technique. Et puis, on a ensuite tout en haut, tu peux cliquer encore une fois, Jean-Charles, s'il te plaît, on a tout ce qui est lié aux actes malveillants, avec bien sûr la partie rançongiciel qui est très en vogue actuellement, mais il n'y a pas que le rançongiciel dans les activités malveillantes. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. La partie également, Jean-Charles, tu peux aller sur la slide suivante, de la problématique liée aux spécificités des incidents cyber, c'est qu'il y a plusieurs dimensions
à prendre en compte lorsque vous êtes face à un incident cyber. Et il y a plusieurs choses à voir. Par exemple, c'est la difficulté d'impact, de mesurer l'impact réel d'un incident cyber. Voilà. Alors, je donnerai quelques exemples que l'on a vécu en termes de cyberattaque tout à l'heure, et on voit que on a des questions qui arrivent rapidement. C'est pourquoi moi, mon domaine d'activité est touché. Donc là, c'est toujours compliqué à savoir entre est-ce que je suis ciblé spécifiquement ou c'est parce que je fais partie d'un certain nombre d'entités qui ont des vulnérabilités qui ont été identifiées. Donc je suis attaqué par, je dirais, par ce qu'on appelle sur un aspect. Bon, on n'était pas ciblé spécifiquement, mais voilà, on est touché quand même. Donc depuis quand également, ça c'est également un autre point qui est difficile à savoir, depuis quand l'attaque a-t-elle eu lieu? Bon, est-ce que c'est depuis, voilà, parce que j'ai laissé traîner une vulnérabilité sur un logiciel et j'ai été tout de suite identifié comme quoi je peux être attaqué, ou parce que les cyberattaquants sont dans mon système d'information depuis un certain temps. Donc, c'est une des difficultés à évaluer lorsqu'on est cyberattaqué. Le périmètre également, ça c'est compliqué à savoir. Est-ce que c'est juste un serveur, est-ce que c'est juste un site ou la totalité de mon récit? Et puis maintenant, avec un certain nombre de dispositifs depuis quelques années autour de l'aspect juridique, hein, je pense que nos amis gendarmes reviendront là-dessus, j'en parle pas, mais c'est est-ce que j'ai eu des données qui ont été compromises? Également, la crise cyber, c'est une gestion différente. Pour ceux qui sont dans l'informatique depuis quelques années comme moi, qui ont connu des incidents dits informatiques classiques. Le plus gros incident que j'ai eu, moi, par exemple, à titre perso, c'est la perte complète du SI. C'était pas une cyberattaque, bon, c'était sur un problème matériel, et rapidement, même sur des gros périmètres, on est capable de restaurer assez rapidement en 3 jours, 4 jours maxi. Sur une cyberattaque de type rançongiciel, c'est beaucoup plus long. Donc, il faut se préparer à gérer cette crise sur un certain nombre de jours. Ensuite, l'important, et souvent on le voit, et je le vois souvent chez des clients, c'est que ça impacte également le métier, forcément, qui utilise l'informatique, et dans la majorité des cas aujourd'hui, hein, les métiers n'ont pas prévu de travailler sans l'outil informatique, d'où l'intérêt d'avoir préparé sa continuité d'activité. Et puis également, c'est la prise de décision sur laquelle il faut travailler. C'est compliqué aujourd'hui de dire la prise de décision sous le stress, c'est toujours un peu difficile à prendre. Les compétences, j'en reviendrai, mais j'en donne quelques exemples sur des compétences spécifiques. Au niveau technique, il y a des compétences spécifiques à avoir, bon, qui sont très très rares en interne parce que vous n'aurez pas le temps de dédier des personnes à ce type de compétences. Et puis, lorsque l'on n'a pas prévu de les avoir en externe, bon, ben c'est également des compétences qui ne sont pas toujours disponibles. D'où l'intérêt du CSIRT avec les prestataires qui peut être un vrai plus par rapport à ça. Méthodologiquement, bah, l'idée, c'est de voir que on est d'accord que tous les acteurs sont concernés par l'objectif, hein, un même objectif, c'est-à-dire redémarrer l'activité. Par contre, ils ne sont pas toujours complètement d'accord sur la priorité. Hein. Lorsque vous allez discuter et vous avez déjà discuté avec des directeurs ou des responsables métiers, ils vont vous dire c'est mon métier qui est prioritaire. Et puis un point important, c'est l'aspect communication. Hein. Alors là, vous prenez tous les communications actuelles, il y en a encore, que ce soit le département du Gard la semaine dernière, il y a Volkswagen qui sont cyberattaqués. Alors est-ce que c'est une panne informatique? Est-ce que c'est une Volkswagen France? Est-ce que c'est une cyberattaque? Voilà, rapidement, c'est sur les réseaux sociaux, donc il faut avoir défini sa communication avant cet incident cyber. Alors, Jean-Charles, si tu veux passer au slide suivant. Je peux chanter une petite chanson hein, si vous voulez. Alors là, c'est voilà, quelques exemples. C'est toujours intéressant pour un certain nombre de personnes qui sont en ligne, c'est de savoir est-ce que avez-vous déjà réellement vu des cyberattaques?
voilà quelques exemples, je n'ai pas tout mis, mais sur les 3-4 dernières années, sur les cyberattaques sur lesquelles on est intervenu, sur de la compromission de serveurs, c'est-à-dire sur des vulnérabilités sur tel ou tel applicatif. Alors, pourquoi j'ai mis un attaquant probable? Ce slide-là, cette représentation-là, c'est une représentation faite par l'ANSSI dans les parcours de cybersécurité. Ça permet de s'évaluer pour une organisation, de dire quels sont les attaquants potentiellement qui vous cibleraient en tant qu'entité, alors soit publique ou soit bien sûr privée. Donc là, ce que l'on a vu, alors après la confirmation est compliquée. Hein. Pourquoi on dit que c'était étatique? Parce que bon voilà, il y avait un certain nombre de drapeaux, alors qu'ils ne sont pas forcément des États au niveau de l'ONU, au sens onusien du terme, mais voilà, il y avait un certain nombre d'acteurs sur ce serveur compromis. On a fait également des cyberattaques à base de rançon logiciel. Bon, c'est les plus compliqués à gérer parce que bon voilà, il a fallu réinstaller. Alors, c'est pas forcément nous qui avons réinstallé, mais un prestataire a réinstallé l'ensemble du parc du client. Également tout ce qui est lié à la diffusion de données à caractère personnel, bon, il y a du phishing, on est plutôt sur l'opportunisme. On a également beaucoup de liés à des crimes organisés, bon, je pense que la gendarmerie en parlera également, c'est tout ce qui est lié au vol de données à caractère personnel, soit sur des vulnérabilités, soit sur des secure phishing, ou sur des montages téléphoniques. J'en ai encore eu l'exemple à l'apéritif dimanche dernier, où mon beau-frère me disait qu'il voilà, il y avait tout un aspect entre c'est un commerce, je ne citerai pas, mais je pense que monsieur le gendarme, vous connaissez, c'est-à-dire qu'ils appellent le commerce en disant qu'ils se font passer pour un service de police et ensuite ils récupèrent les données du client. Ensuite, ils appellent le client et ils demandent au client de faire le paiement de ce que la personne a acheté au commerce en question. Donc ça marche plutôt pas mal. Et ensuite, c'est ce que je dis et je répète mes différents contacts, c'est qu'il n'y a pas que les méchants à l'extérieur et les gentils à l'intérieur du SI. Hein. Donc voilà, c'est ni blanc ni noir dans la vie, surtout en informatique. Donc on a eu également le cas d'accès frauduleux, bon, parce que il y avait, je dirais, une problématique avec un administrateur qui avait accès à un certain nombre de données. Problématique de l'administrateur, c'est-à-dire que j'en ai quelques-uns en ligne, là, c'est que lorsque vous avez des droits étendus, souvent, dans un certain nombre d'entités de sociétés, en fait, on gère, je dirais, on regarde tout ce que accède un utilisateur, mais on ne regarde pas forcément ce que fait un administrateur. Donc voilà, bon, ça change un petit peu avec les accès à privilèges, mais voilà, c'était également un exemple intéressant. Donc, si on vient sur l'aspect, donc ce que disait, si on se rebranche par rapport à la présentation de Jean-Charles, donc il fait appel à un prestataire. Là, je vous ai mis, je dirais, de façon globale, mais assez synthétique, pour avoir un aspect, je fais face à un incident de sécurité, comment je vais devoir gérer. Donc, c'est toutes les, je dirais, les expertises nécessaires à mettre en œuvre pour gérer un incident de sécurité. J'ai mis à fort impact, prenons l'exemple du rançon logiciel par exemple. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que vous aurez à gérer 3 grands processus en parallèle. Ce n'est pas toujours évident. Vous avez l'identification du scénario d'attaque, ce qui vous permettra ensuite potentiellement de judiciariser la problématique. Donc, il y aura l'aspect redémarrer le SI et il y aura l'aspect communiquer en interne, d'accord, et communiquer en externe. Donc, sur l'ensemble de la durée de la crise. Donc, j'ai mis rapidement quelques éléments. Vous aurez besoin de l'assistance potentielle en gestion de crise, à moins que vous soyez rompu à la gestion de crise. Donc là, vous avez besoin de vos équipes internes. Ce qu'on appelle l'inforensique, c'est tout ce qui est lié à la gestion d'arriver à comprendre comment les cyberattaquants, par où sont-ils passés, est-ce que c'était une vulnérabilité, est-ce qu'ils avaient un accès, je dirais, sur un Active Directory, un annuaire par exemple. Tout ce qui est surveillance Cyber Threat Intelligence, c'est ce qui va permettre de voir si vos données potentiellement sont sorties de votre SI. Quelquefois, c'est assez compliqué à savoir. Sur la partie redémarrage avec la supervision, est-ce que je redémarre tout de suite tel ou tel serveur? Comment je vais prioriser par rapport, est-ce que mon système est fiable pour que je puisse le récupérer?
pour le redémarrer, pardon. La récupération de données, bon, voilà, ça va être tout ce qui est lié potentiellement à tout ce qui est chiffré. Donc là également, il y aura potentiellement besoin d'une expertise externe. Et puis, si vous êtes sur la partie remise en place de SI assez conséquent, c'est toute la mise à disposition de personnes pour reconstruire le SI, l'installation de postes, reformatage, etc., etc. Jean-Charles, sur la partie dernière. Alors voilà, bon, je vous mets rapidement ce qui serait intéressant d'avoir en proactivité voilà, pour faire face au mieux à aujourd'hui à une cybercrise. Ça va être quoi? Ça va être d'identifier un référent cyber, d'accord, qui va avoir une première vision de son processus de gestion de crise. Bon, alors si vous en avez un sur des grandes entités, vous avez potentiellement déjà toute une organisation autour de la gestion de crise en général, donc il ne reste plus qu'à intégrer les spécificités de gestion de crise cyber. L'important également, c'est d'avoir rédigé ou au moins préparé sa communication de crise, hein, parce que voilà, c'est plus facile lorsque la crise apparaît. En plus, donc voilà, je vous mets quelques éléments assez rapides, alors rapides, au moins le plus, je dirais, le plus intéressant à mettre en œuvre. L'idée également, c'est de pouvoir gagner en efficacité lors du passage en gestion de crise. L'aspect cellule opérationnelle, ça c'est très intéressant également à mettre en œuvre. Qui pilote cette cellule opérationnelle? Je le fais avec un certain nombre d'entre vous sur cette problématique-là. Donc, a priori, comment je vais gérer cette cellule opérationnelle? Ce qui est important également, c'est toutes les fiches réflexes. Alors, les fiches réflexes métiers, OK. Et puis les fiches informatiques, du moins des équipes informatiques. Qu'est-ce que je fais avec telle ou telle problématique autour d'une cyberattaque? Et puis ensuite, ce qui est important également, c'est de faire tout ce qui est lié au retour d'expérience autour des incidents de sécurité. Et pas que les gros incidents de sécurité, parce que bon, là, heureusement, ils sont encore rares aujourd'hui, mais c'est toutes les petites, je dirais, les petits incidents de sécurité qui se passent à droite à gauche, qui permettent d'avoir une vue et puis de sensibiliser un maximum de personnes autour de cette problématique d'incidents cyber. Merci David. Bon, merci. Je crois que ce qui est intéressant, on pourra revenir sur les différents points que tu as mis en exergue, mais ce qui est intéressant de souligner, hein, et ça me permet de faire une belle transition avec Yann et Mathieu, c'est de dire que l'intervention de l'expert cyber peut être et doit souvent être en parallèle justement des experts aussi de la judiciarisation qui vont accompagner le dispositif. Hein. Comme vous avez pu le voir, ils ont besoin de se communiquer, de partager des informations, de suivre les événements. Et pour faire ce relais, je vais aussi mettre en exergue les excellents résultats qu'on obtient aujourd'hui grâce au dépôt de plainte à la judiciarisation. On a pu voir qu'on a fait tomber beaucoup de groupes cybercriminels, d'une part, et d'autre part, maintenant, les réglementations se mettent en place et on voit bien que, notamment, si vous ne l'avez pas suivi, je me permets de le préciser, qu'il y a le dispositif de cyberassurance qui est en train d'être régulé en France, impose justement un dépôt de plainte si vous voulez bénéficier justement des effets de la cyberassurance. Et maintenant, je passe la main à Yann et Mathieu pour la suite. Merci Jean-Charles, merci David. On va passer au slide suivant si tu veux bien Jean-Charles. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter assez rapidement l'organisation de la gendarmerie au niveau national. Donc, par l'échelon le plus bas, je dirais, au niveau local, qui correspond à vos brigades de gendarmerie respectives. Dans ces unités, il y a des gendarmes qui ont été formés au recueil de plaintes, au recueil d'éléments essentiels pour ne pas passer à côté d'informations importantes. Ces gendarmes sont formés pour recevoir vos plaintes, pour vous diriger, pour vous orienter si besoin. Et en fonction, on passe au niveau départemental, donc notre niveau à nous, Mathieu et moi. Au niveau départemental, la SOLC, donc avec les NTEC et les CNTEC, donc, où nous, on apporte un conseil, une assistance aux gendarmes de base, on va dire, hein, de vos unités locales. On les oriente, on les aide un petit peu en fonction de la complexité de l'enquête.
Et nous, on apporte aussi le côté criminalistique, donc tout ce qui va être exploitation d'ordinateurs, exploitation téléphonique. Voilà. Exploitation, extraction d'ordinateurs, téléphonie, tout moyen qui contient de la donnée, en fait, on est capable de l'extraire et de mettre ça sous forme de rapport, de donner ça à l'enquêteur pour la poursuite de l'enquête, en fait. Voilà. Ensuite, en fonction de la complexité de l'enquête, on peut passer à un niveau régional, donc avec les offices et les antennes C3N. Donc ça, c'est pour tout ce qui est enquête complexe, on va dire, hein, qui nous dépasserait un petit peu, nous, à notre niveau, au niveau départemental. Donc c'est vraiment des gens qui sont qualifiés et on monte vraiment en compétences quand on commence à attaquer ce genre d'office. Et enfin, au niveau central, c'est le ComCyberGend, hein, donc qui gère, qui chapeaute un peu tout le monde, quoi. Hein. Chapeaute tout le monde, et c'est là où se trouvent tous les spécialistes. Tous les spécialistes, tous les experts. Ils ont plusieurs missions, hein, comme on peut le lire. Ils fédèrent la chaîne, donc en fait, ils vont diriger toute la chaîne, ce qu'on appelle Cybergend. La chaîne Cybergend, c'est l'ensemble des militaires qui travaillent dans la cyber. Hein. Ça représente environ 10 000 personnels. Un militaire sur 10 au sein de la gendarmerie. Ils vont aussi nouer des partenariats, hein, des partenariats civils et militaires, donc partenariats d'ampleur, voire internationaux. Et ensuite, on a tout un tas d'unités, hein, on ne va pas les détailler, il y en a vraiment beaucoup, mais ça regroupe tous les plateaux d'investigation de criminalistique, d'expertise de la gendarmerie, avec notamment des unités également d'appui numérique, notamment le PIC, le peloton d'intervention cyber, qui lui est capable d'intervenir sur tout le territoire en quelques heures pour venir renforcer en fait les SOLC, hein, donc nous, si jamais on était dépassé par un événement d'ampleur, par exemple. Et on a tout un tas d'unités, hein, le C3N, le BNUM, qui font eux de la veille technologique et de l'investigation dans le cyberespace, aussi bien sur le net habituel que le dark web. Donc toute cette chaîne, hein, ça représente vraiment la chaîne Cybergend, ça représente vraiment tous les gendarmes qui travaillent dans le domaine cyber. On a découpé ça en 4 strates. Disons que plus on monte, plus les gendarmes sont spécialisés dans un domaine, ce qui fait que quand on a une enquête au sein de la gendarmerie, hein, qui est prise en compte, eh ben, on va monter ou descendre dans ces strates et s'appuyer sur les compétences de chacun finalement. En sachant que la procédure en elle-même, hein, est toujours gérée, on va dire, par l'échelon le plus bas en local. Donc vous avez toujours un point de contact local. Le dépôt de plainte se fait, de toute façon, on va le voir juste après, si tu veux bien, Jean-Charles. Déposer plainte, une nécessité? Non, en fait, on va le voir après. Pourquoi déposer plainte? Tout simplement pour obtenir justice. Hein, ça peut paraître bête, mais c'est nécessaire. Hein, la cybercriminalité peut causer des préjudices importants, hein, comme vous le savez. Le vol de données, les arnaques en ligne, les rançongiciels. Si vous déposez plainte, vous avez des chances d'obtenir justice et que les responsables soient arrêtés. Je vais juste vous sortir une petite enquête qu'on a eue il y a quelques temps, en plus diligentée par la gendarmerie, la section de recherche de Reims, hein, donc assez localement. Hein. En décembre 2021, un promoteur immobilier a été victime d'une arnaque dit au président. Plus de 40 virements sont faits pour un total de 38 millions d'euros. Une autre entreprise, donc cette entreprise a déposé plainte. Hein. Sur la même période, en Haute-Marne, une autre entreprise de métallurgie pour un montant a été également victime d'une arnaque au président pour un montant de 300 000 euros. Les deux sociétés ont déposé plainte. Les gendarmes de la section de recherche avec la police judiciaire de Paris ont très vite compris que c'était la même équipe qui avait travaillé sur ces deux arnaques au président. Et ils ont réuni les affaires. Donc les enquêteurs ont réussi à remonter les fonds. Et ce qui a mené entre juin 2022 et janvier de cette année à l'interpellation de 8 personnes et pour une récupération de 3,9 millions d'avoirs criminels et 700 000 euros en crypto-monnaie. Donc le dépôt de plainte, malgré tout, c'est très utile puisque là, il y a eu un recoupement et les deux affaires étaient liées. Donc si malheureusement une des deux sociétés ne déposait pas plainte, on n'aurait peut-être pas eu tous ces éléments.
Pourquoi encore déposer plainte? Pour prévenir tout simplement des futures attaques, hein. On sait qu'en 2021, une plainte pour 267 cyberattaques par rançongiciel, il y a eu une plainte de déposer pour 267 cyberattaques par rançongiciel réussies. Les gens n'ont pas déposé plainte tout simplement à cause de la peur de l'image que pourrait avoir la société. Il faut savoir que quand vous déposez plainte, nous, on a le secret de l'enquête. Donc, nous, on ne divulgue aucun élément sur l'enquête et ce n'est pas la gendarmerie qui va dire que vous avez été victime d'une cyberattaque. Donc, nous, la plainte, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Ça nous permet de collecter les preuves. Quand vous êtes victime d'une infraction, d'une cyberattaque, il y a toujours des éléments de preuve qui restent sur vos ordinateurs. Donc, l'important, c'est vraiment que nous, on puisse avoir accès à toutes ces informations, puisque soit nous, au niveau régional, soit après en fonction de l'attaque que vous avez subie à un autre niveau, le C3N ou l'antenne de Paris. L'avantage, c'est que quand vous déposez plainte, nous, on peut faire des recoupements derrière, comme je vous ai dit dans l'exemple tout à l'heure, qui nous permet d'identifier peut-être plus facilement les auteurs. Si c'est un rançongiciel, on peut peut-être déjà avoir eu affaire à ce rançongiciel-là, et donc la clé de chiffrement peut être connue, et donc on pourra déchiffrer peut-être plus facilement vos données. Il faut savoir qu'en gendarmerie, on a des groupes d'enquête qui sont spécialisés notamment dans les crypto-monnaies et qui font de la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que quand on intervient sur un système d'information affecté au sein d'une entreprise par un rançongiciel, par exemple, on va récupérer ce malware, on va travailler dessus et on va essayer de casser ce malware jusqu'à récupérer la clé de déchiffrement qui ensuite sera d'ailleurs proposée via Europol sur des sites internet qui sont disponibles. Et ce qui va permettre du coup de lutter efficacement contre certains rançongiciels et d'ailleurs de déchiffrer des données à terme. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment un gros travail qui est fait de la gendarmerie là-dessus. Et après, il y a toute la partie entraide internationale. Également, donc, dans le recueil de la preuve, alors, protégez vos droits. Donc, en tant que victime de cybercriminalité, bien évidemment, vous avez des droits. Déposer plainte vous permet de protéger vos droits et de faire valoir vos intérêts, bien évidemment, puisque après tout, vous êtes victime. Donc, le but, c'est de retrouver les auteurs et les traduire en justice, et notamment de récupérer des intérêts financiers, si je puis dire. Oui. Au niveau des cyberassurances aussi, maintenant, avec la loi LOPMI, avec l'OPMI du 24 janvier 2023, vous avez un délai de 72 heures pour déclarer une indemnisation, une cyberattaque auprès de votre assurance pour pouvoir espérer une indemnisation. Au-delà des 72 heures, vous n'êtes plus assuré. Plus éligible. Plus éligible. Donc là, on parle bien d'un délai pour déposer plainte à la gendarmerie. Voilà. En tout cas, initier une plainte à la gendarmerie ou à la police, bien évidemment. Police ou gendarmerie. Et puis, tout simplement, pour évaluer le dépôt de plainte va nous permettre d'évaluer l'ampleur et l'évolution des cyberattaques, ni plus ni moins que de la statistique, malheureusement. On a eu en 2022 une baisse des attaques par rançongiciel, une reprise en fin d'année 2022. Malheureusement, si vous ne déposez pas de plainte, nous, on n'est pas au courant de tout ça et on ne peut pas faire notre boulot correctement. Nous avons des services qui sont spécialisés en fait dans le recoupement criminel, qui vont analyser toutes les plaintes qui remontent au niveau national, voire international. Et tout ça, ça va permettre vraiment de faire du recoupement et de travailler notamment sur des bandes organisées au niveau national ou international. Donc c'est vraiment important, même si quelquefois le préjudice, on va dire, le préjudice subi par la société peut sembler faible. C'est vraiment important de faire remonter ça via une plainte à la gendarmerie. Jean-Charles, on peut. Ça, c'est fait, pardon. Magnifique. Où déposer plainte? Tout simplement brigade de gendarmerie locale. Vous vous rendez dans la brigade compétente où se trouve votre société, où vous avez été victime. Commissariat de police. C'est pareil, des policiers et gendarmes ont été formés pour le recueil de la plainte et
le recueil des éléments nécessaires est important pour nous derrière. Une plainte par écrit au procureur de la République. Bon, malheureusement, c'est une plainte par écrit, donc c'est rédaction d'un courrier et envoi au procureur de la République, donc avec les délais que ça implique. Pour les particuliers, vous avez la plateforme Thésée, hein, c'est pareil, vous pouvez déposer plainte en ligne directement via le site internet, uniquement pour les particuliers, hein, pas pour les entreprises. Alors, uniquement pour les particuliers, et j'insiste également sur le fait que la plateforme Thésée ne prend en charge que les infractions à dominante cyber. Oui. Donc, escroquerie sur Internet, rançongiciel, arnaque à la webcam, ce genre de choses. C'est vraiment donc, en fait, c'est très bien fait. Hein. C'est vraiment un dépôt de plainte de A à Z, avec une authentification, notamment avec France Connect, jusqu'au récépissé de dépôt de plainte. Si jamais il manque des éléments, derrière la plateforme Thésée, ce sont des gendarmes et des policiers hein, qui vont analyser votre dossier. Et donc, ces gendarmes ou policiers reprendront attache avec vous. Le dossier Thésée sera transféré auprès de la brigade locale hein, ou du commissariat local. Et donc, la plainte continuera. On va dire. Et ensuite, vous avez la brigade numérique de la gendarmerie. Alors là, attention, on ne parle pas de dépôt de plainte à proprement parler. Hein. La brigade numérique de la gendarmerie, c'est une brigade qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via Internet ou via une application hein, que vous pouvez installer sur votre téléphone, notamment l'application Ma Sécurité, qui est une application du ministère de l'Intérieur. Hein. Et derrière cette plateforme, brigade numérique, vous avez des gendarmes. Donc en fait, finalement, ça reste un chat. C'est tout simplement un chat avec des gendarmes, en temps réel, hein, bien évidemment. Et donc, le gendarme va pouvoir vous orienter dans tous les domaines quels qu'ils soient. Là, on sort du cyber, c'est vraiment dans tous les domaines. Donc, le gendarme vous orientera et vous invitera à suivre, on va faire suivre votre démarche, en fait. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez faire si malheureusement vous êtes victime d'une cyberattaque? Ben, la première chose, hein, c'est isoler l'ordinateur infecté. Si vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose de pas très net sur votre ordinateur et que vous avez des doutes, ben, le premier réflexe, hein, débranchez votre câble réseau ou coupez votre Wi-Fi. C'est malheureux, mais ça vous permettra d'éviter peut-être une propagation, si toutefois elle n'a pas déjà eu lieu. Donc, isoler l'ordinateur en débranchant le câble réseau. Ne surtout pas éteindre l'ordinateur. Parce que si vous éteignez l'ordinateur, vous risquez d'effacer des preuves. Il peut y avoir des pertes de log. Des pertes de log, des pertes de données, ou tout simplement l'ordinateur ne redémarrera pas en fonction de ce que vous avez été, de l'attaque dont vous avez été victime. Pour une entreprise, bah, ça paraît évident, mais il faut alerter immédiatement votre RSSI. Lui seul, je dirais, sera capable de vous dire un petit peu la marche à suivre et la conduite à tenir et pourra déjà commencer éventuellement à rechercher l'origine du problème, un phishing, un rançongiciel, peu importe. Lui pourra déjà recueillir les premiers éléments et pourra, lors du dépôt de plainte, orienter un petit peu plus l'enquêteur pour justement permettre de voir si c'est de son niveau ou si effectivement il faut qu'on commence à monter dans des niveaux supérieurs. Donc comme je vous l'ai dit, ne surtout pas arrêter l'ordinateur. Récupérer ou faire récupérer les preuves, donc récupérer. Si vous avez reçu un mail frauduleux, ne surtout pas effacer le mail, bien le conserver. Dans les mails, nous on a quelques informations qu'on peut aller rechercher et puis les collègues des niveaux supérieurs pareil, hein, donc ne surtout pas effacer les mails. Récupérer si possible les journaux de connexion, les circonstances de l'attaque, nous expliquer un petit peu, prenez des notes, nous dire ce qui s'est passé juste avant l'attaque. Est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que vous avez échangé sur une messagerie type MSN, Messenger, peu importe? Est-ce que vous avez téléchargé un fichier? Est-ce que vous avez ouvert un lien? Recueillez vraiment toutes les informations qui pourraient nous être utiles, nous, même si ça peut vous paraître anodin. Mais vraiment, essayez de penser à ce qui s'est passé juste avant que vous constatiez l'attaque. Et ensuite, vous faire assister d'un professionnel référencé ou labellisé. Hein. Donc ça, c'est le travail de Jean-Charles qui vous dirigera un petit peu plus vers les professionnels pour vous donner la bonne marche à suivre. Et surtout, le dernier point, déposer plainte. Bien évidemment, déposer plainte. Alors ça, c'est un schéma à suivre, on va dire, allégé. Hein. Oui, c'est allégé. Dans le principe, si vous avez une chaîne informatique, un responsable du système d'information,
un RSSI, ainsi de suite, bien évidemment, vous contactez en priorité votre chaîne interne. Voilà, vous lui passez la main. Mais si vous êtes tout seul devant un événement, je vous dis la première chose, commencez déjà par débrancher le réseau. Voilà. Alors, que va-t-il se passer après une plainte? Donc, bien évidemment, tout au long du processus de remédiation, le RSSI ou la chaîne informatique, suivant la taille de la structure, peut se faire accompagner par la gendarmerie, notamment pour la recherche de preuves. Donc, une fois que le dépôt de plainte est déposé à la gendarmerie la plus proche, nous avons ce qu'on appelle une ouverture d'une enquête judiciaire sous la direction du procureur de la République. Donc, c'est le procureur de la République qui décide de la marche à suivre et des moyens à engager en fait dans la plainte. Suivant le niveau de la plainte, si je puis dire, suivant le nombre de victimes, suivant l'impact financier, la portée internationale ou non, la gravité de l'attaque, est-ce que c'est un secteur de l'État qui est visé, est-ce que c'est un opérateur d'importance vitale et ainsi de suite. La section J3 du parquet de Paris peut être saisie. La section J3, ce sont des magistrats qui sont spécialisés dans le cyber en fait, et qui eux ont des compétences nationales et des procédures particulières, notamment pour travailler avec Junalco, au niveau international. Donc tout ça, ça se choisit suivant l'attaque, on va dire, si je puis dire. Donc en fonction de l'importance de l'infraction, implication des diverses strates de la chaîne cybergendarme, on l'a vu tout au début, la gendarmerie dispose de 10 000 cybergendarmes. Suivant l'importance, on va monter en compétences, on va aller chercher les compétences là où elles sont pour rechercher les preuves numériques. Le déroulé de l'enquête, après le dépôt de plainte, vous avez bien évidemment la criminalistique numérique. On va venir analyser le système d'information, tout ce qui peut être saisi ou non, donc tous les moyens informatiques, téléphoniques et j'en passe. On va aller bien évidemment investiguer sur les éléments de preuve recueillis. Donc ça, c'est vraiment la partie enquête. On a toute une partie sciences de la donnée, recoupement judiciaire. On va voir si votre plainte finalement n'a pas des éléments communs avec une autre plainte, voire des dizaines d'autres plaintes. Notamment dans le cadre des ransomware, en général, le même ransomware attaque plusieurs entreprises. Donc tout ça, on regroupe toutes ces plaintes et on vient vraiment regrouper les preuves pour avancer dans l'enquête. Si besoin, comme je le disais tout à l'heure, on a aussi tout le volet coopération internationale, notamment pour les attaques informatiques. Tout ça nous permet de faire aboutir l'enquête. Ensuite, seul le procureur de la République ou la section J3 déterminera si on a assez investigué, si je puis dire, si on a tous les éléments nécessaires pour traduire les criminels en justice. Ensuite, le résultat du tribunal. Et finalement, tout ce qu'on aura vu là de A à Z, ça nous servira, nous, à la gendarmerie, pour l'élaboration du renseignement criminel, pour voir les nouvelles techniques employées par les bandes organisées, voir le matériel, les nouvelles techniques, les nouveaux ransomware, ainsi de suite. Donc tout ça, après, c'est pris en compte chez nous pour améliorer la réponse. Voilà. Je pense que merci beaucoup. On en a terminé. Merci beaucoup Yann et Mathieu, c'était très clair et ça complétait bien le dispositif. Alors on va revenir sur tout ça au travers des questions et il y en a quelques-unes dans le chat. Là on est vraiment dans le curatif, on est victime d'une cyberattaque, et donc ça permet on va quand même passer quelques messages là. On peut aussi être dans le préventif et travailler sur son niveau de maturité et sur sa stratégie de cybersécurité. David l'a déjà un peu évoqué. Et donc, je mets en exergue un certain nombre de dispositifs qui existent sur le territoire. Tout d'abord, le dispositif de diagnostic de cybersécurité qui est adressé pour l'instant aux entreprises et qui pourrait être ouvert aux collectivités. Un diagnostic financé partiellement par la région, jusqu'à concurrence de 10 000 € au total et 50% pris en compte par la région et 50% pris en compte par le bénéficiaire. Donc c'est un dispositif qui est en place depuis novembre l'année dernière. Il y a 25 prestataires qui ont été référencés. Et le dispositif est en passe d'être ouvert pour les collectivités. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Un autre dispositif qui est complètement lié à cette plateforme, à Grand Est Cybersécurité, c'est le bénéfice des scans gratuits via un outil de l'ANSSI, du grand frère du CERT-FR, qui permet de scanner les adresses IP publiques des différentes entités bénéficiaires. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de détecter avant que
avant que ce soit trop tard, un certain nombre, l'intérêt que des criminels ou des cyberattaquants pourraient porter sur votre entité. Donc voilà, on a fait le tour, du sujet, et maintenant on est prêt à répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Tout à fait, on a déjà 2 questions dans le chat. N'hésitez pas à lever la main, hein, on pourra vous donner la parole, hein, ça peut être aussi sympa de s'exprimer comme ça en direct. Pour continuer avec nos amis gendarmes sur une question un peu technique, si la brigade de proximité n'est pas réactive, il n'arrive jamais, hein, évidemment, mais peut-on contacter plus haut pour gagner du temps? Je vous laisse répondre, hein, la question a été posée. Non. En fait, les strates de la partie cybergente, ce sont des strates internes, hein. On ne peut pas directement contacter tel ou tel service. Il faut forcément passer par la brigade de proximité. Alors, quand je vois n'est pas réactive, si je pouvais avoir un peu plus de détails, si c'est en délai, je ne sais pas trop ce qui est demandé dans ce cadre-là. Normalement, la plainte, hein, qu'elle soit prise dans n'importe quelle brigade, elle va directement au tribunal compétent, hein, et le procureur de la République, lui, impose des délais de traitement. D'accord. Donc, elle impose des délais de traitement. Donc, normalement, il n'y a pas plus ou moins de brigades qui sont réactives. Après, ça peut peut-être dépendre de la charge de travail, si je puis dire. Mais normalement, toutes les affaires sont gérées au même niveau. Alors après, bien évidemment, il y a des empreintes, il y a des… Que ce soit clair, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle unité de gendarmerie, n'importe quelle brigade de gendarmerie. Hein, si vous trouvez que votre brigade, c'est pas bien ce que je vais dire, mais si votre brigade n'est pas assez réactive, rien ne vous empêche de déposer plainte dans une autre brigade de gendarmerie. Il y a la charte de l'accueil qui dit que peu importe que vous soyez dans un commissariat ou dans une brigade de gendarmerie, même si elle n'est pas compétente, si vous allez déposer plainte dans une brigade qui n'est pas du ressort de là où vous habitez, en fait, tout simplement, ils sont tenus de recevoir la plainte. Ensuite, la plainte sera redirigée vers la brigade compétente. Mais c'est vrai que ça peut être utile, par exemple, si on est en vacances et qu'on se rend compte qu'on a été attaqué. Oui, tout à fait. Hein. Le dépôt de plainte, ce n'est pas forcément où vous habitez. Hein. Vous pouvez déposer plainte n'importe où sur le territoire national. Hein. Voilà. Merci pour le retour sur la question un peu taquine. Hein. C'est très clair. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que ça met. Il faut aborder véritablement la menace cyber comme n'importe quel finalement incident. Ça pourrait être une urgence médicale, c'est un peu la même approche, c'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le personnel qui est là, disponible là pour vous aider à l'instant T parce qu'il est pris par ailleurs. Donc le fait de pouvoir s'adresser à une autre brigade, c'est une solution. Il y a aussi le fait que vous pouvez aussi vous adresser à Grand Est Cybersécurité parce qu'on a un lien direct avec la strate de gendarmerie, justement au niveau régional. Donc on a aussi nos points d'entrée, donc ça c'est aussi un point complémentaire. On est aussi là pour assurer justement cette continuité. Donc voilà, donc il y a différentes possibilités. Très bien. Merci Gérald pour la question. Une question, Jean-Charles, alors plus orientée collectivité, j'ai bien compris que ça va s'ouvrir aux collectivités, mais la question était, pouvez-vous confirmer que le seuil d'accès pour les collectivités territoriales et communautés de communes est de 1500 administrés? Oui, alors, je pensais avoir été clair, mais je n'ai pas dû l'être, donc je vais répéter un petit peu. En fait, les bénéficiaires, ils ont été calibrés entre les différents acteurs de l'écosystème de réponse aux cyberattaques. Comme vous l'avez compris, il y a plusieurs couches. Il y a une couche basse qui est cybermalveillance, une couche haute qui est le CERT-FR de l'ANSSI et une couche intermédiaire qui sont les centres régionaux. Donc maintenant, tous les bénéficiaires sont couverts. Première remarque, aucune des victimes n'est laissée sur le bord du chemin. C'est-à-dire, je peux vous dire que pas plus tard que cette semaine, on a même répondu à un particulier sur notre territoire qui était victime d'un incident et on l'a accompagné. On ne lui a pas dit tu n'es pas notre bénéficiaire, adresse-toi à cybermalveillance. Donc, on ne fonctionne pas comme ça. En revanche, il y a un gabarit qui est fixé. C'est-à-dire qu'en théorie, effectivement, les collectivités en dessous de 1500 habitants sont traitées par cybermalveillance. Et les plus grosses, comme je l'ai dit, par le CERT-FR. Voilà. Mais vous ne vous posez pas cette question, à la limite. Appelez-nous, on saura si véritablement on est surchargé, qu'on n'est pas capable de vous traiter à l'instant T, on vous redirigera vers une autre structure.
Mais on ne laisse personne sur le bord du chemin. Je peux vous dire, depuis le début, on a même eu des appels venant d'autres territoires. Voilà, et on les prend et on les redirige. Et quand ce n'est pas de notre niveau, je vais prendre un exemple quand même assez caractéristique. Quand on a quelqu'un qui nous appelle avec un gros dispositif de santé, des données qui sont soumises à des règles particulières, là on leur dit OK, on va vous donner quelques recommandations, mais là il faut vraiment que vous fassiez appel à des experts qui vont être capables de répondre avec leurs outils, leurs équipes spécialisées parfaitement à votre besoin. Voilà. D'accord. Peut-être une question pour David ou pour Jean-Charles. Je suis une entreprise industrielle, une PME, et je souhaite évaluer mon risque cyber, travailler sur l'analyse du risque. Quelle est la bonne pratique? Quelle est la méthode que je dois employer pour commencer? Alors, je peux laisser d'abord David répondre par rapport à on dirait, un cheminement normal. Donc après, voilà, sur cet aspect risque cyber, Jean-Charles en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'aspect maturité cyber. Bon, après, si on peut faire de la gestion de risque spécifique, ça c'est également possible avec des méthodologies, que ce soit IBIO-CRM ou autre, mais spécifiquement sur les structures sur lesquelles on s'occupe actuellement, sur cet aspect-là, donc on fait ce qu'on appelle un diagnostic de cybersécurité. Donc ce que Jean-Charles expliquait tout à l'heure, ça permet d'avoir une visibilité de son niveau de maturité et par ricochet de son niveau de risque à date par rapport à l'analyse qui est faite dans ce diagnostic de cybersécurité. Rapidement, Jean-Charles l'a pas dit, sur le diagnostic cyber, il y a quoi? Il y a toute une évaluation organisationnelle sur l'aspect comment vous prenez en compte de façon organisationnelle en termes de gouvernance de la cybersécurité, et puis également un aspect technique, c'est-à-dire qu'il y a un audit de vos services exposés et un audit de votre système interne. Comme je voyais tout à l'heure, c'était Monsieur Klein qui parlait de l'aspect outil ANSI par rapport à l'évaluation de son Active Directory. Oui, il existe un outil qui s'appelle ADS, qui est mis à disposition par l'ANSI. Après, je ne sais pas si le centre de gestion de log, CDG10, a été, je dirais, vous avez eu en fait un parcours de cybersécurité, ça je ne sais pas. Mais après, je ne sais pas si l'outil de l'ANSI est disponible de façon, je dirais, complètement libre. Je sais que le scan externe. Tu disais, Jean-Charles? Non, effectivement, attention, hein, certaines collectivités bénéficient directement de l'appui de l'ANSI dans le cadre du plan France Relance et de faciliter, on va dire, que n'ont pas les structures privées ou plus petites. Hein. Donc, on n'est pas tout à fait sur le même dispositif. Donc, c'est ainsi. Et quand on a été victime, souvent, ce qui se passe, c'est qu'une structure importante ou plus importante qui a été victime d'une cyberattaque et qui a dû faire appel à un appui fort de l'ANSI reste un peu suivi et bénéficie aussi d'outils que d'autres n'ont pas. C'est pas qu'on veut pas, c'est que l'ANSI n'est pas capable d'accompagner tout le monde. Donc, il y a véritablement une démultiplication des capacités avec ces sites et puis la mise en relation avec les offreurs du territoire. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Pour la question de la maturité cyber initiale, hein, je pense qu'il faut avoir une idée de ce que représente notre territoire Grand Est. Hein, on va retirer les entreprises monopersonnelles, c'est 30 000 entreprises. 50% de ces 30 000 entreprises sont les entreprises de moins de 20 personnes. Voilà. Moins de 20 personnes, je peux vous dire, il n'y a pas de DSI, il n'y a pas de RSSI très souvent ou très rarement. Et souvent, le système d'information, il a été construit brique par brique au fil du temps en fonction du besoin de la numérisation. Voilà. Donc, en général, c'est pas homogène, c'est pas sécurisé. Or, la menace cyber, c'est une menace qui vit en permanence. Je peux vous dire, je suis un ancien militaire et spécialisé sur ce type de menace. Celui qui dit je maîtrise tout, je connais tout, je sécurise tout, je pense qu'il faut qu'il prenne une bonne leçon d'humilité parce que vous serez toujours en retard. D'abord, la menace, elle n'a pas de règles, elle n'a pas de limite, elle fait ce qu'elle veut, elle s'adapte très très vite. Et nous, pour réussir à être au niveau de sécurité, il faut se remettre en question en permanence, il faut être hyper humble, faire beaucoup d'autocritique et puis suivre l'évolution, mettre à jour les applications, faire appel à des experts, retravailler sa stratégie de cybersécurité. C'est important d'avoir une bonne vision de son système d'information, de son architecture, des données à protéger. Je pourrais vous poser une question à chacun d'entre vous. Qui parmi vous connaît bien son patrimoine numérique? Voilà. Qui le maîtrise? Qui a défini son patrimoine numérique, le périmètre de son système d'information
à bien fixer les priorités entre les différentes données qu'il a à gérer, parce que toutes les données ne nécessitent pas le même niveau de protection. On peut pas, la protection zéro, enfin le risque zéro, ça n'existe pas. C'est comme conduire avec sa voiture. On peut être prudent, avoir une voiture bien entretenue, veiller à toutes les réglementations, et n'empêche qu'on n'évitera pas le risque d'accident. Ben, c'est exactement la même chose avec le numérique. Voilà. Donc le risque zéro, ça n'existe pas. Pour rebondir là-dessus, Jean-Charles, justement, quel investissement? Alors, on évoque souvent le sujet matériel, serveur et tout cet environnement-là, mais aussi en ressources humaines. Ouais. Je peux répondre. Vas-y. Ouais. Voilà, par rapport, non mais excuse-moi, juste sur cette partie-là, voilà, j'accompagne beaucoup d'entreprises, certains sont en ligne, je ne vais pas dire de bêtises, des grosses, des moyennes, hein, voilà, nous on ne va pas sur les entreprises du CAC 40, c'est une volonté aujourd'hui de ne pas y aller, mais vraiment c'est les PME, les ETI qui, alors comme le disait Jean-Charles, aujourd'hui nos clients c'est de 20 personnes à à 3000 personnes à peu près. Voilà la plus grosse quantité avec qui on travaille, voire plus, hein, mais bon, peu importe. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est par rapport à cette masse importante d'entités, c'est quelle peut être l'organisation la plus adaptée en termes de prise en compte de la cybersécurité ou de la sécurité des systèmes d'information spécifiques pour tel ou tel domaine. Les petites structures, comme le dit Jean-Charles, ils n'auront jamais d'équipe. Souvent, c'est un prestataire qui fait de l'installation, que ce soit logiciel ou matériel, souvent plutôt sur l'aspect administration de matériel, qui s'occupe de cet aspect sécurité. Donc, nous, on est là pour donner un plan d'action et qu'ils suivent le plan d'action par rapport à cette problématique cyber. Ensuite, vous passez sur des plus grosses structures. Et donc là, on est encore en cours de création, c'est-à-dire on s'organise. Est-ce que telle ou telle personne peut faire une mission de référent sécurité? Est-ce qu'on a besoin d'un RSSI à temps plein? Est-ce qu'on a besoin de 2 personnes à temps plein, à 3 personnes, etc., etc. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, on le construit, je dirais, de façon sur les dernières années, on voit bien qu'il y a une vraie organisation qui se met en place. Donc, je dirais juste à partir de 50, une centaine de personnes, hein, c'est pas bon, voilà, les gens me reprendront s'ils veulent, mais il faut au moins une personne qui s'occupe de cette problématique de cybersécurité. Alors, je compléterai un petit peu parce que je pense que c'est peut-être l'ordre de grandeur est assez juste, David. Maintenant, si on est dans une structure, dans un domaine où on utilise le numérique à haute dose et que ça présente une valeur ajoutée très forte du point de vue de la chaîne de valeur de l'entreprise, ben on peut avoir, même avec une petite structure, une DSI structurée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder un petit peu entre les lignes. Je vois dans le chat, il y a une question sur le prestataire informatique. Ben, le prestataire informatique, oui, il faut vous faire aider par quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a des références. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et les références, c'est pas seulement des certifications ANSSI, c'est aussi des références de connaissance du terroir. C'est à ça qu'on sert justement notre centre. Hein. Nous connaissons de mieux en mieux, pas totalement, mais nous connaissons de mieux en mieux les prestataires de notre territoire. Je vais être très clair. Hein, quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'avais identifié une vingtaine, trentaine de prestataires. Aujourd'hui, j'en ai plus de 80 identifiés et ça monte encore et j'en découvre encore. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens nous ont identifiés et puis qu'on peut structurer. Donc voilà. Donc il faut faire appel à des gens qui ont des compétences et ils en ont et c'est eux qui sont là pour rester au niveau de l'art. Ouais, pour répondre à la question de Gérald, hein, sur qui peut nous aider, l'outil de diagnostic cyber pour démarrer, c'est intéressant, c'est lui qui est proposé. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et dans ce cadre-là, bien sûr, mais si le niveau de maturité est d'emblée très très bas, c'est même pas la peine d'aller jusque-là. Il suffit de faire appel à un expert qui va faire une analyse du risque, qui va faire une analyse du périmètre et qui pourra déjà accompagner sur des entités basiques, faire un diagnostic complet, solide, avec une structure qui n'a pas une maturité suffisante ou qui est trop petite, ça sera peut-être too much déjà. Donc on peut démarrer par quelque chose d'un peu plus simple. Voilà. Mais on est d'accord que la liste des 27 prestataires que vous avez pré-retenus pour le diagnostic, quand ils verront la situation de l'entreprise en question, si le diagnostic est surdimensionné, ils seront aussi en mesure de le dire. Hein, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer. Oui, on peut combiner. En tout cas, on peut combiner tous les dispositifs, mais moi, ce que je recommande, c'est que vous savez, le vrai défi, hein, quand on arrive auprès d'un utilisateur, c'est d'abord de comprendre sa chaîne de valeur.
Voilà. Et c'est ça le point clé. Parce que si on ne comprend pas la chaîne de valeur, on ne répond pas bien à la question. Ouais, c'est très facile, si vous voulez, d'avoir en face de vous un offreur qui va vous sortir une belle solution qui remplit les compétences d'une Ferrari, mais sauf que vous avez besoin d'une 308 et pas d'une Ferrari, donc ça répond pas à la question. C'est là le challenge de l'entreprise, c'est de trouver un prestataire qui correspond à ses attentes, quoi. Oui, absolument. Ouais. Non mais Vincent, tu as complètement raison, tu vois, et Jean-Charles, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que moi je vois sur les clients que l'on a, en fait, j'ai fait des parcours de cybersécurité, j'ai bien sûr fait un certain nombre de diagnostics de cybersécurité, on en fera encore, et ce que l'on voit lorsqu'on fait la conclusion, une entité, je sais pas, industrielle, un contexte spécifique, on ne donnera pas en termes de priorité les mêmes actions que si on était une collectivité locale avec une équipe, etc. Donc on a vraiment un contexte spécifique, d'où je reviens. Bon, voilà. Après, l'idée également, c'est d'avoir une vision véritablement spécifique au contexte que l'on évalue, quoi. C'est vraiment important. Dans le chat, il y a une remarque sur l'accompagnement, parce qu'on a parlé de cybermaturité, d'évaluation de cybermaturité, de diagnostic, de plan d'action. Et effectivement, l'étape suivante sur laquelle on est en train de travailler avec la région, c'est de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Voilà, c'est important de souligner, c'est-à-dire identifier. D'ailleurs, on peut faire de l'accompagnement sans avoir toutes les compétences en cybersécurité. Hein. L'accompagnement, il peut se faire sur des briques. Voilà. Donc, on est en train de travailler ce dispositif parce que, il faut être honnête, hein, on va être très clair. Il y a plus d'utilisateurs, de demandes que d'offreurs. Donc, on n'est pas vraiment dans une question de concurrence. On est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai défi des offreurs, c'est d'avoir des compétences et de l'expertise pour répondre aux besoins. C'est pour ça que je pense que les compétences et les expertises, là où on en a surtout besoin, c'est chez les offreurs plus que dans les petites structures qui ont du mal à rester au niveau de l'art, hein, en termes de compétences. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez de matière et ça sera à la fois un coût et un exercice trop compliqué de les maintenir au niveau de l'art. Donc c'est mieux d'avoir des experts chez les offreurs de solutions. Voilà. En complément dans la conversation, j'ai glissé le témoignage de Clestra Hausermann, une très très belle menuiserie qui a été hackée et paralysée pendant 2-3 mois. Le témoignage est vraiment poignant. Ça dure 9 minutes. Je vous invite à le regarder. C'est extrêmement intéressant. Merci Vincent, parce que ça me permet de réagir par rapport à ça, parce que tout à l'heure, on a parlé du temps, de l'importance du temps, de réagir vite, on a parlé de communication, on a parlé de crise, on a parlé d'informer le RSSI, mais il faut aussi informer le dirigeant. Je m'explique, informer le dirigeant et les employés. Hein, je vais compléter et expliquer ma réflexion qui s'appuie sur du vécu, sur des événements que nous vivons régulièrement. Voilà. Quand on subit une attaque, souvent le DSI ou l'expert ou celui qui en a la charge, il est sous la pression et il veut résoudre l'incident. Et il est focalisé là-dessus et il ne pense pas forcément à informer le responsable, le dirigeant ou le gouvernant de l'entreprise qui porte la responsabilité économique et juridique si un incident se produit. Ça, c'est la première remarque. Donc, c'est important que tout le monde soit informé au sein de l'entreprise quand on est victime d'une cyberattaque. C'est net. Et sur l'exemple de Clestra Hausermann, c'est très intéressant parce qu'il y a eu à l'évidence un défaut de communication interne et finalement l'information est sortie par les syndicats dans la presse. Donc, comme il y avait une des conséquences sociales, eh bien, c'est normal. Les gens étaient inquiets. Donc, ne pas vouloir parler, être discret et ne pas dire je suis victime d'une cyberattaque, ça peut aussi se retourner contre soi et mal s'emmancher, alors qu'une bonne communication externe, interne, en impliquant l'ensemble des couches, aussi bien le personnel que les responsables de service, pour identifier justement quelles sont les priorités, les premières actions à mener, c'est quelque chose vraiment de très très important. Voilà. Donc, et ça s'improvise pas. Donc, ça permet de souligner ce qu'a dit David, il faut anticiper et se dire, voilà, si j'ai un problème, quels sont vraiment les points clés à mettre en œuvre pour reprendre mon système d'information. Je rebondis là
Monsieur Klein, sur la partie psychologique, oui, il y a une vraie dimension psychologique post-crise. Hein. Bon, les gendarmes peuvent en parler également, mais moi, ce que je vois à mon niveau, moi, j'ai parlé avec des équipes où l'administrateur me disait, lorsque ça m'est arrivé, je pleurais à mon bureau, quoi. Donc voilà, c'est la réalité du terrain, quoi. Donc quand on vous dit ça, c'est quand même assez prenant. Et oui, cette dimension psychologique, comment je réaccompagne l'ensemble des utilisateurs et le service informatique à réutiliser l'outil. Voilà, on peut citer les départements qui se sont fait toucher récemment, que ce soit la Seine-et-Marne, que ce soit les Alpes-Maritimes, etc., qui eux étaient déjà un petit peu plus en avance parce qu'ils avaient vécu un certain nombre d'autres crises un peu plus graves. Mais voilà, donc comment je permets à l'équipe de repartir avec l'outil informatique. Cet aspect confiance est important également, quoi. C'est une vraie dimension. On a une belle transition. Sur les assurances. Sur le monde de l'assurance, exactement. Justement, qu'est-ce qu'il faut vérifier déjà auprès de son assureur sur ce sur quoi on peut être couvert, où on doit être couvert, et effectivement le lien après avec un dépôt de plainte et une prise en charge par l'assurance ou pas, parce que je suppose qu'il y a des cas où les assurances derrière n'ont pas les démarches qu'il faut ou le dépôt de plainte qui va bien. Bon, il y a un fort regard de l'État et de l'Europe sur les assureurs, et je pense que maintenant, on ne peut plus faire n'importe quoi, c'est de plus en plus encadré. Donc ça, c'est la première remarque. On a eu une belle intervention de Yann et de Mathieu sur justement les obligations maintenant de dépôt de plainte. C'est pas un hasard, hein, c'est qu'on resserre un petit peu le dispositif et on lui donne un petit peu plus de cohérence. Je crois que le sujet des assurances, c'est avant toute chose une question de contractualisation. D'ailleurs, on pourrait faire le même parallèle avec les dispositifs de sauvegarde. Souvent, quand les gens font appel à du cloud et de la sauvegarde sur le cloud, ils ne font pas attention aux conditions de contractualisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sauvegarde, comment c'est récupéré, sous quel délai et dans quelles conditions. C'est exactement pareil avec les cyberassurances. C'est-à-dire, est-ce que la cyberassurance, elle couvre uniquement les conséquences ou est-ce qu'elle met en place un dispositif d'accompagnement? Est-ce qu'elle finance l'appel à un prestataire? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de services gratuits du centre en termes de mise en relation, mais l'intervention du prestataire, elle est payante. Alors, il y a d'abord une facturation de primo-intervention, et puis ensuite, selon la gravité de l'incident et du temps qu'il faut consacrer, qui peut parfois, prenons l'exemple de Klestra-Hausermann, se compter en semaines, au pluriel et en plusieurs personnes, plusieurs ETP, ben ça a un coût et ça, c'est pas gratuit. Donc, toutes ces choses-là, ça doit être bien intégré. C'est la même chose avec la cyberassurance, c'est-à-dire dans quelle mesure sommes-nous couverts, pourquoi, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça apporte comme service si on bénéficie de cette cyberassurance. Ouais. Alors, j'ai renvoyé sur le sujet Jean-Charles dans le fil. Bon, voilà, c'est un avocat, hein, c'est un cabinet d'avocats qui est très connu sur la problématique du cyber. Et il a fait, bon, c'est toujours une BD, ouais. Il a connu, une BD sur cette problématique de remboursement de la cyberassurance par rapport à la fameuse loi LOCMI de janvier dernier. Bon, c'est toujours intéressant à voir. Ok. Alors, y a-t-il d'autres... Ouais. Non, mais Stoic, bon, voilà, deux noms. Voilà, après, je n'ai pas d'avis spécifique. Ils font partie de l'Alliance pour la confiance numérique. J'ai pas assisté à leur présentation dans cette association-là, donc j'ai pas d'avis spécifique autour de ça. Je sais pas si tu les connais, toi, Jean-Charles. Pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Non, il y a en fait personne qui pose la question, bonjour, que pensez-vous des offres assureurs? Exemple Stoic. Oui, non, mais je ne connais pas Stoic. Oui, j'avais vu cette question, c'était la raison pour laquelle je réagissais sur les. Non, je ne connais pas Stoic. Donc, en gros, ils font une évaluation de risque et ensuite ils vous donnent une vision par rapport à cet aspect coût de cyberassurance. Bon, voilà, après, mais tu as très bien répondu à la question de cyberassurance. Ok, donc on a évoqué la partie psychologique en interne. On a commencé à esquisser la partie de la communication, hein, de vouloir cacher un peu les fuites. C'est pas forcément la solution, mais ça veut dire qu'il y a une communication de crise en interne à mettre en place avec la confidentialité qui est nécessaire, mais le fait de partager en interne, ça c'est pareil, c'est un vrai processus. Hein. Oui. C'est important.
on en revient toujours au dispositif de gestion de crise. Alors, quand est-ce qu'on démarre une crise? La crise, avec la notion de crise, il y a une notion de durée, en fait. Plus ça dure et plus ça a un impact sur le fonctionnement de l'entreprise, plus on entre dans une notion de crise. Il ne faut pas tarder à déclencher tous les services compétents. On en a parlé, on a évidemment RSSI, système DSI, ça c'est évident, le prestataire c'est évident. Ce qui est un peu moins évident, c'est tous les acteurs de l'entreprise. On a parlé du dirigeant, on a parlé du communicant, mais on peut parler du DAF, du RH. Ce sont ces acteurs-là qu'il faut impliquer dans la démarche. Et évidemment des opérationnels pour les conséquences sur les priorités à mettre en place pour la reprise d'activité du système d'information quand on le reconstruit. Voilà. Ouais, c'est un vrai, je dirais que la communication, c'est très compliqué et bon, il faut se méfier des donneurs de leçons hein, parce que quand ça vous arrive, c'est toujours facile de donner des leçons quand ça arrive aux autres. Hein. Quand ça vous arrive à soi-même, c'est un petit peu plus difficile. Donc là-dessus, bon, je pense que, bon, voilà, moi je regarde les communications d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs locaux qui ont été cyberattaqués. Oui, alors après, dans ces moments-là, lorsqu'on n'a pas préparé, on le voit tout de suite. On voit entre ceux qui ont préparé quelque chose, même si voilà, ils avaient déjà pensé à un certain nombre de communication, et puis d'autres qui n'ont pas toujours en fait préparé les choses. Et ce que l'on voit également, c'est que rapidement, il y a de la communication. Donc voilà, on est cyberattaqué. Bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Et en fait, il se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il n'y a plus du tout de communication en externe, voire il n'y a pas de communication en interne, et on se demande de ce qui se passe. Et dans ces cas-là, il y a toute la problématique qui arrive derrière, critique ou autre, en disant ils ne sont pas complètement très professionnels sur leur façon de gérer la crise, quoi. Ça, c'est une vraie problématique également, avec une perte d'image potentielle pour la structure. Donc, oui, communiquer, bon, voilà, toujours la même chose, ne pas trop en dire non plus, hein, parce que vous serez potentiellement, si vous n'avez pas, et souvent dans les cyberattaques, on n'est pas complètement sûr de soi au démarrage, vous serez rattrapé par la police, hein, sans jeu de mots, ensuite par la suite du processus de cybercrise. Donc voilà, là-dessus, la communication, c'est quand même quelque chose de très, très spécifique, et là également, c'est complètement lié au contexte, hein. On ne communique pas de la même façon si vous êtes une collectivité territoriale qu'avec une industrie qui est en relation avec, je ne sais pas, de l'armement par exemple, ou autre sur de la problématique agroalimentaire. Donc il y a une véritable communication spécifique au domaine d'activité, c'est clair. Hein, voilà. Et après, je ne parle pas des aspects financiers, les aspects liés au niveau des statuts, etc. Donc il y a véritablement quelque chose, une réflexion à avoir sur cet aspect de communication. Je voudrais un peu refaire le lien avec nos camarades Mathieu et Yann, parce que on les a associés, c'est pas pour faire bien sur la photo, c'est parce que moi j'y crois profondément à cette complémentarité du dispositif. Et on est là justement pour travailler de concert dans l'accompagnement des victimes. Et là aussi, il faut vraiment prendre ça comme une chance d'avoir nos services, nos forces de sécurité qui se spécialisent dans ce domaine et qui font ce suivi assez fin. Et comme ça a été dit, je le redis, on voit sur l'année passée, on a démantelé des organismes cybercriminels grâce au dépôt de plainte. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette action conjointe, coordonnée. Nous, je peux vous dire, on se parle. Si on est là ensemble pour discuter aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on essaie justement de combiner des actions de sensibilisation. On a une convention qui nous lie avec les forces de sécurité en région, entre le centre et la police et la gendarmerie sur ce sujet. Donc on sait qui est impliqué et on se voit régulièrement dans les différentes actions. Voilà. Donc, et ça, c'est important. Donc, il faut être rassuré par ça. C'est un dispositif vertueux. Après, ça reste une décision. C'est ça, c'est la loi. On est dans un pays qui défend les libertés individuelles et les libertés des entreprises. Donc, ça appartient à chaque bénéficiaire de faire la démarche. Nous, on est là pour accompagner, on ne force personne. Mais en revanche, on est là pour témoigner des bienfaits de ce dispositif. Sorti du dépôt de plainte, je sais que nous, on commence à avoir des missions aussi d'information auprès des collectivités locales,
On essaye de sensibiliser les gens de plus en plus à la demande des mairies. On intervient dans des conférences. On a fait le Hack Sécurins, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On est intervenu là-bas, on intervient à la foire de Châlons. Donc on essaie d'informer. Ce n'est pas de la formation. On forme personne, on informe. Nous, on ne vend pas un service. De l'accompagnement. C'est de l'accompagnement, c'est de la sensibilisation. Et c'est pareil, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Est-ce qu'on peut communiquer éventuellement les adresses. Alors, nous, on fait partie, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé depuis le début, on a beaucoup d'acronymes en gendarmerie. Nous, on fait partie de la cellule cyber de la SOLC 51, donc la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. Et vous avez une SOLC par département. Et donc c'est vraiment le point d'entrée cyber en fait, de chaque département. Il y a une adresse qui est publique, qui peut être diffusée, c'est cybergende avec le numéro du département, @gendarmerie-intérieure-gouv.fr. Donc voilà, on va la préciser. Faut savoir on mettra toutes les coordonnées dans le mail de retour avec les présentations, le questionnaire de satisfaction, tout ce qui va bien. Il faut savoir que le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, donc les patrons de la chaîne cyber, nous des partenariats, comme on en a parlé tout à l'heure, on a notamment un partenariat avec l'Association des maires de France depuis 2021, et on propose en fait des diagnostics de sécurité informatique au sein des collectivités territoriales, par exemple. Donc, on se déplace, on rencontre le maire, adjoint, on voit la problématique locale, on a tout un tas de points à vérifier, de contrôle. C'est pas un audit, c'est vraiment, faire toucher du doigt que telle collectivité locale a des sensibilités, il y a des risques. À des risques, oui, tout simplement, à des risques nous, on peut identifier. Et donc, on peut déjà dire, attention, là, vous êtes fragile à ce niveau-là, mais en aucun cas, on ne proposera de solution. On n'est pas là pour apporter des solutions. On leur donnera les conseils pour se diriger vers des experts ou des gens référencés, mais nous, on n'apportera pas de solution technique. Nous, c'est vraiment pour faire pointer du doigt. La sensibilisation. Voilà, la sensibilisation. C'est la prise de conscience. C'est ça, la prise de conscience. Nous, notre cœur de métier reste le judiciaire. Une dernière question peut-être, on sera pile poil dans le timing, sans rentrer trop dans la technique, sur la question des sauvegardes. Je pense qu'il est fortement conseillé aux entreprises peut-être de mettre en place des fiches procédures pour que tout le monde soit informé et fasse la même chose, mais ce n'est pas forcément évident. Et pour les entreprises qui ne sont pas structurées, c'est compliqué. Alors, à quelle fréquence, de quelle manière? C'est généralement, je pense, les questions qui se posent le plus en interne. C'est une bonne question. Non, mais ça doit partir. On en revient à la question si vous voulez, de la prise en compte de la chaîne de valeur et de l'analyse du risque. C'est super important. Il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Quand on parle de patrimoine numérique, c'est ça. Quelle est la richesse numérique de l'entreprise? Ça peut être les clients, ça peut être des savoir-faire techniques, ça peut être autre chose. Ça peut être tout simplement des données de calibrage, des machines-outils. Enfin bref, vous avez des tas de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais ça, il faut l'identifier. Et après, la stratégie de sauvegarde, eh bien, ça se construit justement par rapport à cette analyse, cette priorisation des données en termes de risque, en termes d'importance et en termes de coût aussi, parce que c'est pas neutre. Et encore une fois, et en intégrant le fait que le risque zéro, c'est pas possible. Donc, sécuriser des données secondaires trop fortement, c'est pas la peine. Donc, il faut vraiment avoir cette réflexion-là. Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, si ce n'est celle de faire appel à des experts, de se faire accompagner, de se faire conseiller, de faire attention quand on contractualise, notamment les hébergements et les récupérations de sauvegarde. Ça, c'est très important. Je pense que tout le monde a suivi les événements OVH 2021, là où on a vu ressortir. On parle d'OVH aujourd'hui, moi je vais être cash. Je pense que si personne n'a rien dit parmi les concurrents à l'instant T, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup qui se sentaient très solides à cette époque-là. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça en disant oui, mais nous, attention, c'est super solide. Il y a 2 ans, on n'en était pas là. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bien comprises. Donc on a le mérite au moins de cet incident,
ça a été de mettre en évidence justement qu'est-ce que c'était qu'une sauvegarde, qu'est-ce que c'était qu'un site de duplication. C'est-à-dire que c'est bien de sauvegarder sur un site, mais si on sauvegarde que sur un site, ben, ce n'est pas suffisant. Donc, si on a vraiment une structure importante, ben, il faut aussi avoir une double sauvegarde, délocalisée, voilà, pour on n'est pas à l'abri d'avoir un incident climatique, hein, ou un tremblement de terre ou quoi que ce soit. Et donc, c'est important dans la zone où serait l'hébergement principal. Hein, donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Voilà. Ouais, sur cet aspect sauvegarde, hein, bon, voilà, pour parler d'expérience et surtout d'expérience personnelle, 30 ans d'informatique, Jean-Charles, tu vois. Donc, et on l'a vu en fait avec les rançongiciels, une vraie cassure par rapport à ça, parce que tous les services informatiques pensaient que leur sauvegarde leur garantissait qu'ils allaient redémarrer. Aujourd'hui, certaines structures, même avec une sauvegarde, ils ne sont pas certains de redémarrer. Donc ça, vraiment, il y a une cassure avec le rançongiciel, bon, qui date pas voilà, qui n'est pas si récent que ça, mais voilà, il y a eu une prise de conscience sur ces 4-5 dernières années en disant, ben voilà, est-ce que ma sauvegarde est réellement mature, est-ce qu'elle va me permettre de redémarrer? Alors après, il y a sauvegarde et sauvegarde. Si vous avez, je ne sais pas, une 50aine de gigas, voilà, bon, c'est encore à taille humaine. Quand vous passez au Tera, et voire plus par ailleurs, hein, sur certains qui sont en ligne, c'est plus du tout la même chose. Hein. Voilà, comment je suis capable, ce matin par exemple, des gens qui sont sur la partie cloud, sur la partie, ils ont 20 Tera de données, 20 Tera de données en fichier. Donc vous voyez comment j'arrive à m'assurer que je vais pouvoir redémarrer en cas d'impact fort au niveau de mon SI. C'est une vraie problématique. Hein. François, dans le chat, parle de PCA, PRA, c'est extrêmement intéressant. Finalement, c'est la cerise sur le gâteau, parce que quand on a ça, on est tranquille. Et alors, première remarque, je dirais, on ne fait pas ça dans un claquement de doigts, on n'aura peut-être pas un PCA, PRA parfait d'emblée, donc il faut prendre du temps, il faut un minimum de maturité, mais il ne faut pas avoir peur de dire on démarre petit. J'ai le souvenir, et David s'en souviendra, d'un entretien avec un chef d'entreprise avec lequel on a travaillé tous les deux, qui nous a dit je vais y aller avec petits pas, mais je vais avancer. Et c'est ça aussi. Hein. Donc, très honnêtement, hein, la crise Covid a mis en exergue véritablement le risque cyber avec une numérisation massive, le télétravail, je pense qu'on n'aurait pas eu cette crise cyber, on n'aurait pas fait un bond en avant en transformation numérique aussi fort que celui qu'on a fait sur les 3 dernières années. Voilà, donc maintenant, là aussi, on ne va pas passer du jour au lendemain de rien à tout, mais en revanche, c'est une cible. Donc effectivement, le PCA, le PRA, c'est une cible à atteindre, et on peut y aller avec humilité en fonction de sa capacité, de sa maturité. Voilà, et en se faisant accompagner par des gens qui sont capables de nous expliquer, de nous guider pour ça. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec tout le monde hein, sur la remarque en ligne. Bon, ouais. Après, on se confronte rapidement avec la réalité. Hein. La partie offline, ok, je suis d'accord. Après, c'est comment on le met en place. D'accord. La partie offline, il y a quand même un peu sur certains environnements assez conséquents, c'est compliqué. Hein. Donc voilà. Donc et il n'y a pas que l'aspect données, comme le disait tout à l'heure, données utilisateurs. Il y a aussi, par exemple, les configs. Est-ce que sur les personnes qui sont en ligne, est-ce que vous faites vos sauvegardes de config réseau, par exemple? Demain, vous perdez toute la partie config réseau, il faut tout refaire à la main. Hein, pour certains, vous avez des gros systèmes d'information avec. Voilà, c'est comment il y a toutes les données. Est-ce que d'expérience, les personnes qui ils s'en sont sortis, voilà, ils ont perdu les sauvegardes étaient chiffrées, hein, ils s'en sont sortis avec des exports de bases de données qu'ils avaient par ailleurs. Hein. Bon, ils ont perdu un mois ou un mois et demi, mais peu importe, mais ils sont repartis quand même. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même, et c'est lié au contexte. Donc voilà, malheureusement, je sais pas la question. Au démarrage, sur la partie sauvegarde, bon, voilà, c'est. J'ai pas pas trop technique. Ouais. mais rapidement, tu es obligé d'y aller, Daniel. Bien sûr, c'est logique. Et puis, c'est intéressant, En tout cas, merci pour tous les échanges. Je vous propose qu'on va bientôt conclure. Daniel a copié-collé un petit formulaire de satisfaction dans le chat. Ça va être très rapide à remplir. Et ce qui va nous intéresser également, c'est les sujets que vous souhaitez aborder, parce qu'on va continuer à faire régulièrement des petits moments cyber.
Donc, les sujets thématiques vont nous intéresser. Voilà, tout à fait. Et donc, je vous enverrai dans la foulée les présentations qui ont été faites, un lien vers le questionnaire de satisfaction, les coordonnées des sites et voilà, de ce qu'on a évoqué. Je vous remettrai aussi les prochains événements qui sont organisés au sein de Marne Développement sur le mois de mai, juin et jusqu'à la fin de l'année. Le prochain, c'est un club Lean Management qui a lieu demain chez Enema à Châlons. On aura un webinaire sur la logistique. Il y aura un événement sur le marketing territorial au mois de juin. Et puis, événement connexe au mois de juillet. Donc, je mettrai le lien vers ce détail. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions, y compris pour le diagnostic cybersécurité 360, le dispositif de la région Grand Est. Encore une fois, la région est financeur de l'agence. Nous sommes partenaires. Et donc, on fait les liens entre les entreprises et les dispositifs existants. En vous remerciant bien sûr les intervenants pour votre disponibilité, pour votre rapidité, ce qui a permis un certain nombre d'échanges. Merci aux participants qui sont quasi tous restés jusqu'au bout. Donc, rendez-vous pour un prochain événement assez rapidement.